Bienvenue sur Le Facteur de Croissance, le podcast pour les entrepreneurs qui souhaitent accroître ou maintenir la croissance de leur entreprise. Dans cette deuxième saison, nous vous aidons à démystifier les secrets de la trésorerie et du fonds de roulement. Nous approfondissons divers sujets liés à la croissance des entreprises et les opportunités qui se présentent. Des stratégies aux conseils pratiques, vous trouverez ici les facteurs de croissance qui permettront à votre entreprise de passer à la vitesse supérieure. Je m'appelle Doreen Leyers et cette émission, on parlera de l'expansion internationale car certaines entreprises en pleine croissance ont évidemment l'ambition de se développer internationalement. Il s'agit d'une étape importante qui implique beaucoup de choses et c'est pour ça qu'on dédie une émission complète. Alors, de quoi les entreprises doivent-elles tenir compte? Surtout, je pose la question à Caroline et à Rob. Et présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour Doreen, Rob. Je m'appelle Caroline Pauwels. Je suis responsable pour l'équipe Sales au sein de BNP Paribas Fortis Factor. Et chez BNP Paribas Fortis Factor, on s'occupe des créances des clients, de financement, de couvrir les risques. En bref, nous sommes les experts de working capital. All right. En bon français, ça. Merci Doreen, merci Caroline. Rob van Veen, je suis responsable pour le service Trade Development. J'aide les PME belges dans leur développement à l'international. Merci. Commençons par le début. Caroline, peut-être qu'entend-on par commerce international? Qu'est-ce que ça veut dire? Les sociétés en Belgique qui ont un certain taille, à un moment, ils veulent c'est toujours un peu le but d'une société, c'est la croissance. Et à un moment, c'est toujours comment est-ce qu'on va encore étendre notre business. Et souvent, la réponse, surtout en Belgique, on a un petit pays, la réponse est on va nous étendre vers l'étranger. Voilà. Là, il y a deux options où on va faire des ventes de la société en Belgique vers l'étranger. On va avoir des nouveaux clients qui sont basés en France, en Allemagne, ou on peut aussi créer une nouvelle société dans le pays où on veut s'attaquer. OK. Mais quelles sont alors les différences, Rob, entre... La création d'un entier... D'abord, si je vois les cas que j'ai vus ces dernières 10-11 ans, il y a eu quelques-unes, ça fait entre-temps 11 ans, et j'ai vu plus que 1000 PME belges. Wow. On voit que, d'abord, en général, on va essayer de vendre de la maison mère belge vers l'étranger. Bien entendu, si on est à Wallonie et Bruxelles, le premier point d'attaque, ça va être la France. D'office. En plus, souvent, les Français ne nous voient pas vraiment comme des étrangers. C'est assez facile à développer, même si le pays est vaste et énorme. Et dans un deuxième temps, après, on va peut-être dire, OK, maintenant, j'ai besoin d'une entité locale. Spécialement en France, si on a une certaine taille critique, l'État français va nous considérer comme un établissement stable. Et là, ils vont nous taxer à la façon française. Alors, c'est mieux d'avoir son propre entité en France même. Mais c'est toujours une question entreprise, besoin entreprise, les ambitions que les entrepreneurs ont. Et après, on verra comment on peut les supporter sur ce développement à l'international. Oui, peut-être le premier pas logique, c'est qu'on fait la commerce de l'entreprise belge et qu'on a déjà un petit d'expérience avec ce pays avant. Mais bon, c'est pas forcément, bien sûr. Parce que si on va plus loin... 9 fois sur 10, ça va être ça. C'est ça. Oui, voilà. Oui, 9 fois sur 10, on va le faire à cette façon-là. C'est dans un deuxième temps qu'on va créer l'entité internationale. Et ça va... Quand on a un peu de connaissances, idéalement. Connaissance ou un vrai besoin. Comme par exemple, j'ai un client qui a du business aux États-Unis. Eux, ils font des choses pour des parcs d'attractions. Et eux, ils avaient besoin d'une entité américaine parce qu'ils vont à les parcs américains, Disney World, des clients comme ça. Et pour ne pas avoir le risque qui retourne en Belgique, ils ont créé l'entité aux États-Unis. Alors, liability, je ne sais pas comment dire en français. Pour les risques, les risques clients, quoi. Oui.
Et alors là, on les a aidés à créer l'entité aux États-Unis. C'était assez facile à faire, c'était pas très coûteux, mais voilà, là, il y avait une vraie raison d'avoir sa propre entité aux États-Unis. Mais peut-être que Disney World a plus de confiance dans une société de United States qu'une société belge. D'office. Ils vont dire, c'est quoi ici Non, d'office. Les Américains, si on a une adresse américaine avec alors un numéro TVA américain et tout ça, si on est incorporé aux États-Unis, bien entendu, ça aide. Donc ça peut faire une grande différence quand même pour des clients à l'étranger, pour la confiance. Confiance, mais aussi il y a des coûts à ça, parce Bien que sûr. le moment que j'ai une entité aux États-Unis, ça va me coûter quand même un certain montant par an, juste pour avoir l'entité. Après, il y a l'administratif américaine qui est quand même un peu plus lourde qu'ici en Europe, même si on pense que les États-Unis c'est plus libre. Finalement, c'est plus... pas du tout non, c'est pas du tout c'est comme plus ça. bureaucratique. C'est Non, nettement non. plus bureaucratique ici. Et alors, mes clients se rendent compte que, ben voilà, c'est pas si évident que ça. Et alors, j'ai besoin de quelqu'un qui me supporte localement pour développer mon business. En plus, j'ai déjà eu des clients, c'était à Wavre. J'avais un client qui a... Son comptable avait dit que c'était pas possible de créer une entité à Delaware. Tout était très compliqué. Là aussi, il y a parfois des histoires, des fables presque. Ah oui. Urban Legends. Oui. Où après, là, le chargé d'affaires est venu vers moi en disant « Rob, le client a dit ça, est-ce que c'est vrai ?» Et là, on a fixé une call avec le client et après, il a bien compris que ce que son comptable avait dit n'était pas tout à fait vrai et on lui a conseillé comment faire son setup aux États-Unis. Dans leur cas, ils avaient vraiment besoin de ça. Oui. Ils avaient déjà pas mal de business là-bas. Et... Donc votre expérience en tant que banque est très importante aussi, bien sûr, parce que vous avez beaucoup de connexions et voilà, expérience, comme vous dites, plus de 10 ans, par exemple, vous-même chez la banque, hein? Rob? Ah non, plus que dans la banque, Plus? mais que dans le BNP. rôle existant. Oui. C'est J'ai compris. 11 ans. J'ai compris. Ouais. Mais Rob, remarquez-vous des différences entre les régions ou les pays? Bien entendu. Alors, c'est toujours, spécialement si on part de Bruxelles et de Wallonie, c'est plus facile d'aller en France. Déjà la langue. Oui, comme ça. Mais pour les Flamands, Oui. c'est la même chose. Même si les Flamands n'y croient pas toujours, mais les Belges ne sont pas vus comme un étranger. Alors la France, en général, c'est un pays facile à accès pour les entreprises belges. Après, oui, il y a des différences. De mentalité, peut-être? Ah oui, d'office. Les pays latins vont être plus ouverts à la discussion. Ils vont être plus ouverts de vous inviter, de proposer votre service, vos solutions. Là où un Allemand, il va vous inviter que s'il voit un intérêt pour lui. Et même avec mes compatriotes hollandaises, ils ont déjà un peu plus... s'ils ne voient pas d'intérêt eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de vous voir. Et ça, c'est souvent plus compliqué pour mes clients. Et il faut être guidé là-dedans. Donc certains pays et régions sont plus difficiles à pénétrer que des autres. Sûrement, Oui. ouais, tout à fait. Ouais. En général, quand je vois mes clients, le pays pré-élection, c'est plutôt la France. C'est souvent le plus important pays pour faire l'exploitation. Et après, on va plus loin. Et souvent, à ce moment-là, on va parler de l'Allemagne. Et là, mes clients ont parfois beaucoup de mal, spécialement mes clients francophones, parce qu'ils manquent la connaissance allemande, en plus, germanophone. Et en plus, les Allemands, leur façon de communiquer n'est pas toujours très facile. C'est assez rude. Alors, d'avoir quelqu'un à côté qui peut expliquer, qui peut guider le client vers le marché allemand, ça peut être vrai atout. Et on a pas mal de succès avec des clients. On a eu des clients liégeois qui, c'était 50 km de la frontière, même voire moins. Ils n'avaient jamais mis le pied vraiment en Allemagne, sauf pour des raisons peut-être touristiques, mais pas vraiment dans le business, parce qu'ils sentaient une énorme barrière. Et notre partenaire allemand les a guidés vers le marché allemand, et c'est devenu un très, très grand succès. Et après, il y a Caroline, avec Factor, qui peut aussi supporter cette croissance. Oui.
En fait, en étant facteur, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est financer les créances des sociétés. Et donc, des sociétés qui veulent se développer en étranger, et ils le font parce qu'ils veulent grandir ou augmenter leur chiffre d'affaires. Et ça demande aussi le besoin des fonds de roulement. Les fonds de roulement, nous, avec le financement sur les factures, c'est très facile à suivre le développement de ces clients. On peut le faire quand ils font de l'expansion de la Belgique, donc ils n'ont pas une nouvelle société, parce que là c'est facile, c'est la même société, on peut les aider avec le financement, mais aussi avec le risque additionnel, parce que quand un client va se développer dans un autre pays, ça veut dire une nouvelle marché, avec des nouveaux débiteurs, avec des nouvelles ou des autres habitudes, et en plus on est très gâtés en Belgique parce que l'information financière est très facilement accessible. Oui. Et online. On doit partager les bilans. Tout le monde doit partager les bilans. Nous, on peut les trouver. Même à ce moment, on est maintenant juin. On trouve déjà les bilans de 2023. Ou de 2022, exemple, mais voilà, donc c'est facile. C'est assez actuel aussi, l'information. C'est assez actuel et assez accessible, mais c'est pas la même chose dans les autres pays. Donc en fait, tu vas faire des business avec des clients que tu connais pas, tu as aucune idée comment sont les chiffres, et au niveau commercial, c'est pas très chouette d'aller demander est-ce que tu peux d'abord me donner tes chiffres. Mais nous, culturellement parlant, c'est dans certains pays, je te déconseille de faire ça. Voilà. Nous, on a l'avantage que nous sommes des courtiers en assurance crédit, mais en plus, nous donnons nous-mêmes, nous faisons le screening des débiteurs, et donc on peut vraiment aider les sociétés qui vont se développer en étranger à donner des infos sur les débiteurs. Ça sont des débiteurs, oui, on peut très bien couvrir le risque que ce débiteur ne va pas vous payer. C'est très important pour une société qui va à l'extérieur parce qu'en fait, il ne veut pas mettre en danger sa société belge qui tourne très bien. Et en plus, quand ils vont vraiment s'installer à l'étranger, là aussi, on peut offrir les mêmes services pour une société qui n'est pas belge que pour une société belge. Donc, on a vraiment l'avantage qu'on peut suivre la stratégie du client s'il reste en Belgique ou s'il va s'installer à l'étranger. Et si on parle des différences, Rob, entre nous, probablement beaucoup de parties du monde, c'est un peu le Wild Wild West quand on voit les sociétés. Donc peut-être les entrepreneurs sont un peu bouleversés. Et toi, tu le savais déjà. Hein? Mais c'est peut-être parfois une surprise pour certains entrepreneurs. En général... si on va plus loin. Hein? Ouais, mais plus loin... Je pense que la plupart de mes clients belges sont très réalistes sur les risques et les pays où y aller. Et en général, spécialement pour des entreprises qui n'ont pas énormément d'expérience en exportation, moi, mon conseil, c'est d'office, rester proche. C'est ça. Va pas trop loin. Ce qu'on connaît. Les risques sont moindres et en plus, c'est plus facile à financer et tout ça. Honnêtement, ça va faire une grosse différence, spécialement pour les entreprises qui ne sont pas énormes. Néanmoins, il y a aussi dans certains domaines, tu n'as pas de choix. J'ai un client là qui fait des installations pour mettre le gaz en bouteille. Alors là, de faire ça en Europe, ça n'a aucun sens. Très peu de sens. Ça existe déjà. On n'a pas de nouvelles usines qu'on va mettre en place. Et tout le business se fait alors plus loin. En Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest. Voilà, ça peut être aussi vraiment des opportunités énormes. Par contre, on va s'armer différemment. On va venir avec des autres services aussi. On va peut-être pas utiliser le factoring en Afrique de l'Ouest. On va chercher des autres solutions locales.
Mais d'abord, il faut connaître le marché et il faut savoir où on va mettre les pieds et comment on va attaquer le marché et éviter de prendre des risques non nécessaires. Oui. Et ça, c'est évidemment ce que vous pouvez offrir, c'est cette connaissance, expérience Tout à fait. en tant que banque. Mais Rob, alors à quel moment l'entreprise doit-elle commencer à penser ou considérer l'expansion internationale? Parce qu'il n'y a pas un moment fixe. Donc, est-ce qu'il y a quelques critères que vous dites, c'est le moment? Oui, bien entendu. Premier critère, je pense, c'est pour l'entrepreneur lui-même, c'est l'envie d'y aller. Ça, c'est clé. Hein? Additionnel à ça, souvent, le marché belge est très limité en taille. Alors, ce que je vois avec mes clients, c'est qu'à une certaine taille, ils sont obligés d'y aller. Oui. On touche un certain plafond. C'est ça. Et là, ce que je vois aussi souvent, et spécialement si on est plutôt dans le sud du pays, c'est le marché français vient tout seul. On a des clients et on n'était même pas conscient qu'ils sont dans le nord de la France et on voit qu'il y a de traction. Et alors là, on se commence à poser la question, comment on va attaquer ça plus loin? Et c'est ça aussi. Hein. Il faut regarder aussi l'expérience de l'entreprise lui-même, ce qu'il a déjà fait, où il a eu des succès, et après, on s'adapte à ça. Est-ce que c'est une réponse à ta question? Oui. Caroline, vous avez une idée? Enfin, du point de vue financier, c'est quand le moment, vous trouvez? Quand on a beaucoup de fonds de roulement, quand on est bien, quand on a... Au moins, je pense qu'une société qui est saine au niveau financier, hein, quand ça roule déjà pas bien en Belgique, c'est primordial. Oui. C'est pas le moment. Que le business va bien en Belgique, voilà. Ça, c'est une bonne remarque. Ton business doit déjà rouler bien. Oui. Et j'espère aussi qu'une société qui joue avec l'idée de s'installer à l'extérieur, à l'étranger, ou qui se développe international, qu'il a déjà eu des expériences ou qu'ils ont déjà parlé avec Rob ou ses collègues pour s'informer quels sont mes risques, où est-ce que je peux y aller. Et pour le reste, nous sommes très flexibles à ça. On suit vraiment, comme j'ai déjà dit, je pense, la stratégie du société. Et je comprends, on est dans un petit pays. Quand tu veux grandir ta société, tu n'as pas de choix. Tu dois aller vers l'étranger. Oui. Et alors, Rob, pourquoi choisir pour une nouvelle entreprise, soit du zéro, soit pas? Ça, c'est la prochaine question. Ou pourquoi ne pas le faire et rester en Belgique avec Alors, si tu restes en Belgique, tu n'as pas besoin de moi. Ça, mais si tu veux Rob, tu vas à l'étranger. Ouais, je suis pas... Oui. La structure des coûts, peut-être? Non, mais c'est que ce que je vois. Alors, les clients, à un moment donné, qui sont en taille, et il y a parfois des chargés d'affaires ou des collègues factoring qui me demandent c'est quoi le client idéal pour toi. Et moi, je suis très simple là-dessus. C'est l'entrepreneur qui a des ambitions. Parce qu'en général, c'est là où on a des meilleures discussions. C'est un entrepreneur qui a des ambitions. Et les ambitions ne s'arrêtent jamais à la frontière. Honnêtement, je connais très peu d'entrepreneurs où leur ambition s'arrête à la frontière belge. Alors ça, belge. Déjà. Alors, d'office, avec tous les entrepreneurs qui ont des vraies ambitions, en général, il y a une discussion. Après, c'est une question où il y a... C'est plutôt de définir où il y a les opportunités dans votre marché, dans votre activité. C'est quoi votre expérience? Ça, Caroline a déjà mentionné. Ça, c'est clé pour moi en général. C'est quoi vos expériences? Parfois, ils sont zéro. Hein. J'ai eu des clients qui ont vraiment jamais mis le pied hors de la Belgique. Alors là, d'office, pour moi, on va aller vers des pays vraiment voisins. Bien sûr, oui. On va en France, on va en Allemagne, on va aux Pays-Bas, dépendant de leur activité. Et on va voir, est-ce que ça marche là? Et là, ils vont apprendre qu'est-ce que ça veut dire faire l'exportation. Après, on peut aller regarder à des autres pays. D'abord faire ça là, que ça devienne un succès. Et après, on peut recopier. Aussi, s'il y a un problème, en quelques heures, en voiture, on est où on veut. Quoi. Donc, ça donne quand même... tout est à 24 heures d'ici. Quoi. C'est ça.
c'est ça. Mais alors, si on va en détail, Rob, donc on a décidé une entreprise à l'étranger. Est-ce qu'on crée une entreprise de zéro, vraiment une nouvelle entreprise, ou est-ce qu'on reprend une entreprise existante? Et est-ce qu'il y a des logiques arguments pour les deux? Bien entendu, il y a des arguments pour les deux cas. Tout dépend à nouveau, on revient sur la première remarque, c'est l'expérience de l'entrepreneur. S'il a déjà fait des rachats d'entreprise, souvent ils vont, près d'élections, aller vers un autre rachat. Parce qu'ils ont l'expérience, ont des ressources, ils savent comment ça marche. Ils savent aussi qu'il y a des risques à ça, mais en général, au moins ils sont préparés pour ça. Les entreprises qui n'ont jamais fait un rachat d'entreprise, c'est autre chose parce que là, ça veut dire que ça va être vraiment la grande aventure où ils vont apprendre toutes les étapes qui sont nécessaires pour faire un rachat avec du succès. Parce que ça, un rachat d'entreprise, il y a un budget à ça, d'office. Après, à nouveau, on va regarder aussi c'est quoi les ambitions de l'entrepreneur, c'est quoi son marché. Et on a eu des cas aussi où l'entrepreneur a d'abord utilisé nos services pour créer du traction dans un marché. Ils ont pris notre partenaire en Allemagne, ils ont créé du vente. À un moment donné, ils voient que ça marche. Après, ils ont fait un recrutement. Et après, ils ont dit, OK, maintenant, on va créer notre propre entité en Allemagne. On met un after sales, on met un sales, on recrute encore un autre sales et la machine est partie et ça marche. On a eu des cas comme ça. Mais c'est des entreprises qui savent que dans leur cas, racheter, ça ne sert à rien ou ça va être trop compliqué, trop cher. Et alors, ils vont mettre la machine en route pour vendre. Mais ça, c'est des entrepreneurs en général qui ont déjà pas mal d'expérience. En Belgique, avec des acquisitions. Ils savent. C'est ça. Pour la plupart des clients, ça va être plutôt vraiment une question de dire est-ce qu'il y a des cibles à racheter? Est-ce qu'il y a des partenaires avec qui je peux développer le business? Est-ce que je dois faire ça moi-même? Et on va parcourir vraiment les étapes avec eux. Et finalement, pendant cet exercice, ils vont trouver vraiment leur stratégie et leur façon d'accéder au marché. Et souvent, c'est aussi, on commence avec une première étape et on glisse vers l'étape suivante. Je commence à vendre. Ah, attends, il y a un distributeur. C'est intéressant. Peut-être on peut le racheter. Ou peut-être on peut faire un joint venture avec lui. Et on glisse vers un rachat, d'avoir sa propre entité et avec tout ce qui va avec. Est-ce que parfois l'intuition, disons, d'entrepreneur et votre avis ou conseil ne vont pas du tout ensemble? Bien sûr. J'ai pas une boule de cristal et je suis pas toujours sûr non plus sur la stratégie à suivre. Moi, je parle avec nos 11 ans d'expérience dans trade development. Bien entendu, ça joue. Néanmoins, l'entrepreneur peut avoir une sorte de... il sent dans ses reins que ça va être son stratégie. OK, très bien. Alors, on va mettre en place tout ce qu'on peut pour lui faire la vie. Suivre, faire sa vie le plus facile possible. On va le suivre. Et qui a raison à la fin, la plupart des fois? Il n'y a pas de raison. Tant qu'il y a du succès, ça va. Mais ça a déjà passé qu'après quelques temps, les clients reviennent vers toi et disent « Rob, tu avais raison ». Peut-être ils ne vont pas dire que Rob a raison. Rob, ça n'a pas marché. Et peut-être qu'il faut revoir la stratégie. Est-ce que tu peux m'aider sur ceci ou cela? Oui, ça peut arriver. On a eu des cas comme ça. Oui, tout à fait. Bien sûr. Heureusement. Caroline, de nouveau, le point de vue financier. Mais même question, donc, est-ce que, par exemple, le financement de la création d'une nouvelle entreprise est-elle meilleur que celle-là d'une reprise, d'une acquisition? Pas meilleur. Ou plus évidente. L'un n'est pas plus meilleur que l'autre. Quand je regarde dans nos clients qu'on a chez nous, chez Factor, on peut dire qu'on a les deux cas des sociétés qui ont une société en Belgique, qui vont créer une nouvelle société à l'étranger. Ça va prendre peut-être un peu plus de temps pour avoir une taille qui joue vraiment sur le marché. L'avantage pour nos clients qui vont aller vers l'étranger
nouveau société ou reprendre une société, c'est qu'ils ont déjà tout de suite accès au cash ou aux fonds de roulement qui sont là, quand ils vont reprendre une société, la société qu'ils vont reprendre, ils ont des créances commerciales. Les créances commerciales, ils peuvent être directement converties en cash. Et l'ensemble de racheter une société avec le working capital financement, ça sont les deux choses qui sont souvent mises ensemble par la banque aussi. On va souvent à deux pour aider la société à vendre une société. Et on a vraiment des clients qui, chaque année, qui ont des nouveaux targets, 2-3 targets par année, et ils utilisent toujours notre financement à faire en sorte qu'ils peuvent faire cette expansion internationale. Donc, on joue vraiment un rôle très important là. On ne va jamais dire... ça, c'est plutôt, je pense, le boulot d'Europe de donner l'aide et support aux clients et les conseils. C'est quoi la meilleure stratégie? Oui. Nous, on essaie vraiment de suivre la stratégie du client et on peut lui aider, comme j'ai dit, dans la couverture de risque et aussi le financement des fonds. C'est peut-être phase 2. Oui. Oui, tout à fait. Il passe par toi d'abord et après, on va voir comment financer. Voilà. Ouais. Non, tout à fait, mais on a la discussion quand même avec les clients. Parce que tu dis que ça dépend vraiment de l'entrepreneur. Hein, tout à fait. Ce qu'on va faire. Ouais. Mais faire l'expansion internationale en Europe ou à partir de... Non, comment dire... Plus loin. Je pense que c'est une bête question parce que je connais peut-être la réponse, mais est-ce qu'il y a une différence? Bien sûr. Bien entendu. Évidemment. Ça serait étonnant. Non, le risque est toujours moindre si on reste dans la communauté européenne parce que les règles sont les mêmes. C'est assez harmonisé. C'est très harmonisé. Il y a bien entendu les lois sur le travail et tout ça sont différentes, mais néanmoins, en général, c'est un environnement où on va se retrouver assez facilement et on va trouver ces marques assez facilement. On va hors de l'Europe, d'office, les règles changent. Il y a des taux d'importation, il y a parfois des certifications qui sont différentes. Et à force, il faut s'adapter, il faut être préparé. Et bien sûr, pour vous, évidemment, de temps en temps, ce sont aussi des terrains inconnus ou plus inconnus que l'Europe. Pour moi, pas forcément, parce que nous, on a des partenaires dans les différents pays. L'expérience partout. Oui, on a l'expérience. Par contre, la probabilité de succès, souvent, est plus élevée si on reste plus proche. Ou si on va aux États-Unis. Parce que c'est les marchés, ils sont bien structurés, on connaît les règles du jeu. OK, ça va être un peu plus dur, c'est plus loin. Néanmoins, on peut arriver, on peut avoir du succès. Si on va en Afrique de l'Ouest, où on va plus lointaine, souvent, il y a une raison. Et la raison doit être très nette et claire pour le client. Et là, on peut l'aider localement. Mais à ce moment-là, il y a vraiment des raisons business. On a eu des gens qui sont dans les fertilizers, des semences dans l'agricole. Là, dans leur cas, eux, ils ont des solutions qui sont vraiment super pour des gens qui font du riz. Alors, le riz, on va trouver peut-être en Italie, mais c'est tout. Hein. Et après, voilà, on va en Asie Sud-Est, et là, nos partenaires locaux peuvent aider. Là, il y a la logique business est directement là, et on peut suivre les clients. Mais pour moi, c'est toujours clé de voir et comprendre la raison business. Si celui-là est là, on a le réseau, on a les partenaires pour vraiment suivre nos clients localement. Mais construire une nouvelle entreprise, par exemple, vous dites si on va en Chine, d'office, ou pas? Ou si on va en États-Unis, ça dépend. On va avoir la discussion pourquoi. Ça dépend toujours. Oui, tout à fait. Okay. Et dans certains cas, la Chine va être tout à fait logique. Je veux dire autant de distance. Hein. Je ne parle pas de la Chine spécifiquement pour Chine, mais si on va loin, vous dites nouvelle entreprise ou pas forcément? Pas forcément, ça dépend. Okay. À nouveau, on va vraiment regarder le cas même. Je pense que c'est le premier débat et le premier rendez-vous chez les clients, c'est souvent pourquoi. Et vraiment voir pourquoi lui, il pense que c'est la bonne opportunité, voir son expérience, ses ressources. Est-ce qu'il a
les ressources internes aussi pour suivre. Oui. Et après, on va voir le pays même et l'expérience. Nous, on a eu, j'ai expliqué, on a vu plus que 1000 entreprises. Souvent, on a vu déjà des entreprises qui sont allées vers certaines régions. Oui. Et souvent, déjà, des entreprises qui sont même dans la même industrie. Et à force, on peut dire, OK, ça, on a eu du succès. C'était facile ou c'était moins facile. C'était très compliqué. Ça n'a été pas du tout du succès. On va le dire aussi aux clients. Là, on a eu du succès dans des industries très similaires. Alors, on y croit. On peut y aller. Quel était l'effet direct et après de Covid au niveau de commerce international? C'était catastrophe. Heureusement pas. Mais pour certains, oui. On a eu des gens qui étaient dans food services, des gens qui étaient dans les gaufres. Ils vendaient en Allemagne. De jour au lendemain, tous les restaurants étaient fermés. Et les gars, ils avaient perdu tout leur chiffre d'affaires. Jour au lendemain. Oui. Et chez eux, c'était pas rien. Ils faisaient, je pense, autour de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui. Ouais, c'est pas mal, ça. Et là, on a aidé vraiment ce client-là à développer les retail allemandes. On a eu des autres clients qui avaient plutôt des problèmes de fournisseurs. De jour au lendemain, ils ne pouvaient plus prendre... Les containers étaient bloqués en Chine. Ils ne pouvaient plus faire rentrer les containers ici. Et on a eu un autre client qui avait besoin de faire des grandes constructions en métal. Ils ont décidé d'utiliser notre partenaire en Pologne pour trouver des fournisseurs polonais. Parce que cela, on peut aider aussi à trouver des fournisseurs localement. Oui. Et là, c'était une entreprise de Nivelles. On les a aidés à trouver un workshop et alors des compétences en Pologne, faire le négo et après vraiment mettre en place un partenariat pour avoir un fournisseur polonais. Mais pour le supply chain, c'était catastrophe. C'était compliqué. Pour tout le monde. On peut au moindre dire ça. C'était très compliqué pour certains. Ouais. La commerce international a changé aussi depuis là, je pense, Caroline. Oui. Oui. Oui, surtout. Pour nous aussi, pour le financement aussi. Hors de l'Europe, c'est toujours plus difficile. Nous pouvons aussi aider les sociétés qui vont vers les États-Unis ou le Canada. Là, on peut aussi aider. En Europe... on peut vraiment les aider sur tous très simple. On peut le faire de la Belgique. On peut aussi le faire vraiment localement. Si une société dit je vais m'installer en Italie, je vais m'installer en Espagne, mais je cherche quand même un partenaire financier là en Italie ou en Espagne. Aussi au niveau factor, on a notre réseau de toutes les sociétés factoring qui font partie de BMP. On peut leur mettre aussi en contact directement avec des collègues en Espagne ou en Italie. Beaucoup de partenaires. Donc, voilà, on a notre propre réseau, on travaille beaucoup, vraiment très international, mais l'Amérique du Sud, Afrique, Asie, ce sont vraiment des pays où on dit non. Pour l'instant, on ne touche pas. Oui, je comprends. Rob, comment vérifier si l'investissement en vaut la peine ? De nouveau, pas une science exacte. Non, sûrement pas une science exacte, parce que c'est vraiment... c'est à la fois un calcul bête et simple, hein, combien ça coûte de créer une entité, combien ça coûte recruter quelqu'un, tous les coûts administratifs et tout ça. À la limite, on peut se mettre ça dans un Excel et là, nos partenaires peuvent guider vraiment les clients sur leur développement. Ça, en soi, c'est pas très compliqué. Le point compliqué, c'est la vente. Le traction dans le marché, comment on va créer ça. Et ça, c'est moins une science exacte. Là, c'est vraiment recruter le bon élément. Est-ce que le marché est prêt? Est-ce que mon produit est déjà adapté au marché? Est-ce que je dois peut-être changer des petits trucs pour avoir plus de succès? Là, on va guider aussi les clients. Mais là, ça va prendre plus de temps. Et après, c'est plutôt la question chez les clients, est-ce que j'ai le temps et les ressources? Il faut aussi prendre en compte que, oui, on peut calculer le budget. Chez AWEX, chez Hub Brussels, vous pouvez trouver aussi des subventions. Alors, à la fois, on a les partenaires dans les différents pays qui peuvent vous aider dans votre développement international. Et souvent, eux, ils sont agréés par l'AWEX ou par Brussels Export. Et alors, eux, ils peuvent... non, c'est l'entrepreneur qui peut aller vers AWEX, qui peut aller vers Hub Brussels pour avoir des subventions pour ce genre de mission. Et alors, les coûts
le risque. Mais ça, c'est est que pour diminué. des sociétés qui sont localisées officiellement en Wallonie ou à Ou Bruxelles. à Bruxelles, c'est ça. Ok. C'est Ou ça. pas en Flandre. Non, les Flamands, malheureusement pour eux, Doivent mais il payer eux-mêmes. n'y a pas de subvention. C'est bizarre comme c'est différent, hein? Ouais, mais moi même oui, il y a une différence. Ce que je dis souvent aux clients, ça ne va pas vous freiner sur le développement. Parce que le budget, OK, c'est très bien que quelqu'un te donne une subvention. Mais C'est que le début. mais la vraie discussion, c'est stratégique. Est-ce que je vais y aller? Est-ce que je suis capable de mettre les ressources en place pour y aller? Et après, d'avoir des subventions, pour moi, c'est une cerise sur le gâteau. Oui. Si la WEX le donne ou le Bien Brussels sûr. donne des subventions, tant mieux. Mais là, on est déjà agréable. en route. Ouais. Oui. Oui, ça. c'est pas C'est la ça. raison de le faire. Voilà, Dire, exact. on va avoir des subventions, donc Voilà. on va à Il l'étranger. faut sûrement pas faire ça. C'est ça. Et ce genre de discussion, c'est assez souvent chez mes clients. Et je l'ai dit toujours tout fort. Ça, c'est une cerise sur le gâteau. Par contre, la calcul d'y aller, oui ou non, ça doit Oui. être fait chez vous. Oui. Et après, on verra. Ce qu'on peut avoir, toujours, c'est mieux. Mais vraiment, le but, c'est est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous avez Oui. les ressources? Est-ce que vous avez bien défini votre approche? Et après, on peut y aller. Et l'ambition, je retiens. Absolument. Tu aimes l'ambition. Non, faut avoir des ambitions dans la vie, sinon la vie est un peu grise. Hein? Voilà. Mais il y a des chargés d'affaires, des gens chez Factor qui me posent parfois la question, c'est quoi l'entrepreneur idéal? Et moi, ça fait 11 ans, la réponse est la même, c'est l'entrepreneur qui a des ambitions. Parce qu'avec des entrepreneurs qui ont des ambitions, il y a toujours quelque chose à faire. Et ils n'arrêtent jamais aux frontières belges. Ils veulent aller plus loin. Oui. Et voilà. Et alors, il y a toujours une discussion intéressante. Après, il faut voir comment on peut les aider. Dernière question, quels sont les risques liés à l'expansion internationale? Il y en a peut-être beaucoup. Oui, une des risques, c'est, comme j'avais déjà dit, hein, c'est un marché avec... tu veux être payé quand même. Tu vas faire du business. Tu veux être payé. Tu veux pas juste faire des ventes. Tu veux avoir l'argent. Tu veux avoir l'argent sur ton compte. Et là, c'est un premier risque. C'est le risque que tu connais pas vraiment les joueurs sur le marché étranger. Mais le bon nouvelle sur ça, ce sont des risques que tu peux... qui sont tu peux les calculer et tu peux en fait te couvrir contre le risque. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est quand même important. Tu veux pas mettre en péril la société que tu as ou que tu as construit d'origine. Tu veux pas mettre ça en péril. Donc, il faut vraiment être capable ou te décider que tu veux limiter les risques et les risques que tu peux couvrir, couvre-les. Ah, oui. Ça, Ouais, je pense que c'est Ça, c'est un vraiment conseil. bon conseil. Ah oui, Oui. tout à fait. Enfin, un des... Oui, c'est comme... aller à l'international, il y a toujours des risques à ça. C'est d'office. Entreprendre, il y a des risques. Entreprendre, Voilà, c'est la même chose, finalement. En général. La même chose. Ce que moi, je conseille, c'est d'essayer de mettre les cartes le plus possible à ton côté de la table. Ça veut dire que tu es préparé, tu sais où tu mets les pieds, tu connais le marché, et tu t'entoures avec des gens qui ont certains savoir-faire. Comme ça, la probabilité de succès est plus élevée. Et nous, on offre ça avec notre service Trade Development. À un côté, ça, c'est vraiment pour où je veux y aller, comment on va attaquer. Et après, on a Factor, mes collègues dans la banque, qui vont vous aider à couvrir les risques, couvrir le business et financer votre croissance. Oui. Et ça, c'est vraiment notre savoir-faire, quoi. Oui. Exactement. C'est ça. Encore peut-être un conseil pour des jeunes entrepreneurs qui... Je pense être préparé et vraiment d'entourer des gens qui savent de quoi il s'agit. Et donc, il y a toujours des risques, comme vous dites, mais les risques que tu peux couvrir, pourquoi pas les Un couvrir. bon conseil à retenir. Rob. Ouais, Caroline a tout à fait raison, mais elle le sait. Hein. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette émission? Le moment qu'on va à l'international, il faut mettre les ressources autour de vous-même.
Vous êtes entrepreneur, mettre les ressources autour pour que la probabilité de succès est le plus élevée possible. Ça veut dire qu'avoir des conseils, les conseils qui vaut la peine, et essaye de vraiment faire le focus sur un marché d'abord, avoir du succès, et le succès crée du succès. Et ça, c'est clé si on va à l'international. Oui. Le focus est un par un. Oui. Sauf si bientôt chez les reculer pour mieux sauter. Ça d'office. C'est un bon. Pas reculer, hein. Avancer lentement pour mieux sauter, peut-être. Non, reculer pour mieux sauter. Ouais, non, mais faut sauter d'abord. Il faut le faire. T'as plein de quotes que j'adore aujourd'hui, Rob. Merci. Alors, ça, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous remercier, Rob et Caroline, pour la conversation très agréable. Et voilà, ça, c'était cette émission concernant Expansion Internationale. Et on a encore des autres émissions. Et vous pouvez tout retrouver sur Spotify. Merci. Curieux de découvrir le prochain épisode? Suivez-nous sur Spotify.